Bienvenue sur La Brèche, un podcast dédié à la philosophie féministe. Je suis Carla Michel. Et je suis Armance Bourquin. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre 6e épisode consacré aux injustices épistémiques, c'est-à-dire les injustices liées au savoir. Pas de panique, c'est un terme en apparence technique, mais il sert en fait à décrire des situations qui nous sont malheureusement assez familières, comme lorsqu'une femme n'est pas crue quand elle témoigne des violences sexuelles qu'elle a subies. Les injustices épistémiques, c'est d'abord le nom d'un livre de la philosophe féministe américaine Miranda Fricker, publié en 2007, Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing. Ces injustices se produisent quand on ne respecte pas la capacité d'une personne à produire ou à transmettre un savoir. Miranda Fricker explique que ces injustices viennent des préjugés nourris à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Vulnérabilité pouvant être liée à l'identité de genre, à la race, à l'orientation sexuelle, à la pauvreté, etc. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Marie Garot et Cécile Lavergne. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Marie Garot, vous êtes maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Cécile Lavergne, vous êtes vous aussi maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique, mais cette fois à l'Université de Lille. En 2026, cette année donc, paraîtra aux éditions de la Sorbonne un livre que vous avez toutes les deux co-dirigé avec Magali Besson, intitulé « Trajectoire de l'injustice épistémique, dialogue transatlantique ». Entrons dans le vif du sujet. Dans son livre Epistemic Injustice, dont la traduction française est d'ailleurs à paraître en avril 2026 aux éditions Eliot, Miranda Fricker distingue deux types d'injustices épistémiques, les injustices épistémiques de témoignage et les injustices épistémiques d'interprétation. Si on se concentre d'abord sur les injustices de témoignage, celles-ci portent sur la crédibilité qui est accordée ou non à ce que dit une personne. Et pour illustrer ce concept, ce qu'on vous propose avec Armance, c'est de prendre un exemple littéraire, celui qui est choisi par Miranda Fricker elle-même. C'est le roman d'Harper Lee, un best-seller intitulé « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, To Kill a Mockingbird », publié en 1960. Pour rappel, le personnage principal, Tom Robinson, est un homme noir qui est accusé à tort d'avoir violé une femme blanche, Mayela. Il est innocent, mais le jury de son procès, très fortement empreint de préjugés raciaux, le condamne à mort à l'unanimité. Cécile Lavergne, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cet exemple illustre ce que Miranda Fricker appelle justement les injustices épistémiques dites de témoignage ? Alors, c'est un roman que choisit Fricker parce que c'est un roman qui est très connu par le public américain. Et je pense que ce qui est important pour elle, c'est de montrer que c'est un roman qui fait partie de l'imagination sociale du public anglo-américain. Et dans ce roman, il y a ce passage en fait clé qui est le passage du procès de Tom Robinson, où en fait, malgré les preuves apportées par son avocat Atticus Finch, qui fait la démonstration presque quasi indubitable de l'innocence de Tom Robinson, les jurés en fait, qui sont des jurés blancs dans un Alabama encore très marqué par le racisme et la ségrégation, puisque c'est un roman qui se passe dans les années 30 aux États-Unis. Et bien, en fait, le juré condamne Tom Robinson à mort. Fricker analyse en fait en détail un certain nombre de passages du roman et des discussions au sein du procès pour montrer qu'à plusieurs reprises, Tom Robinson ne peut pas être cru par les jurés blancs et que tout ce qu'il essaie d'apporter comme preuve de son innocence eh bien, en fait, fait les frais d'un déficit de crédibilité. Pour prendre un exemple en fait, que je trouve particulièrement éclairant, en fait, pendant le procès, on demande à Tom Robinson pourquoi est-ce qu'il est allé porter assistance à Mayela Ewell, et Tom Robinson, il explique que c'est par générosité, par empathie, parce qu'elle semblait en fait en difficulté, elle semblait vulnérable. Et en fait, au moment où Tom Robinson prononce ces mots, il se rend compte qu'il a fait une erreur parce que dans l'imaginaire raciste des jurés blancs, Tom Robinson ne peut pas, en fait, en tant qu'homme noir, avoir de l'empathie pour une femme blanche. Et donc, en fait, on voit bien ici que le stéréotype négatif qui pèse sur Tom Robinson joue comme un écran et produit en fait un biais cognitif qui décrédibilise sa parole et fait qu'en fait c'est quelque chose qui va être considéré comme à charge et comme un mensonge de la part des jurés blancs. Si on veut donner un autre exemple d'injustice de témoignage, on peut penser au cas de certaines femmes qui ne sont pas reconnues comme des locutrices fiables, notamment lorsqu'elles racontent les violences sexuelles qu'elles ont subies. Et donc par exemple dans ce cas-là, Marie Garot, d'où viennent les injustices
épistémique de témoignage? Est-ce que c'est encore des préjugés sexistes à leur égard? Alors, dans la perspective de Fricker, de toute façon, l'injustice testimoniale, elle est toujours liée à la présence d'un stéréotype qui est attaché au groupe d'appartenance de la personne qui va subir l'injustice. Donc là, dans le cas que Cécile expliquait, il s'agit d'un stéréotype raciste qui fait qu'effectivement, l'homme noir est vu non seulement comme non crédible dans le cadre du procès, mais aussi comme un prédateur sexuel potentiel pour une femme blanche dans la société ségrégationniste où se passe le roman. Et c'est effectivement, les personnes racisées ne sont pas les seules personnes qui subissent des stéréotypes qui ensuite vont nourrir des discriminations à leur encontre. C'est aussi évidemment le cas des personnes sexisées ou des personnes identifiées comme femmes. Et en l'occurrence, c'est effectivement ce qui se passe ce qui peut se passer et ce qui se passe très fréquemment dans le cas de témoignages rapportant des faits de violences sexistes ou de violences sexuelles. Là, l'idée, c'est que la personne qui rapporte ce témoignage va être ramenée à des formes de réaction ou de discours émotifs, hystériques, d'exagération, dont on sait qu'ils se construisent à partir en fait d'une image de la féminité qui s'enracine dans une tradition historique et culturelle très très lointaine et du coup profonde et qui vont faire écran en fait à la reconnaissance de la qualité d'agent épistémique de la personne qui rapporte ces faits. Donc d'ailleurs dans le livre de Fricker, Fricker ne prend pas uniquement comme exemple le cas de Tom Robinson dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, elle prend aussi un autre exemple fictionnel pour évoquer le cas de l'injustice testimoniale fondé là sur des stéréotypes sexistes, qui est le cas de la personne de Marge dans le talentueux Monsieur Ripley, qui donc est cette jeune femme qui, dans le roman puis dans le film qui en a été tiré, pressent en fait que son partenaire affectif a été est disparu de façon extrêmement bizarre, a été sans doute tué par un homme qui est arrivé dans leur vie avec une histoire très très étrange qui se prétend être l'ami d'enfance de son partenaire mais dont personne ne se souvient en fait, et elle pressent assez rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans l'histoire de ce garçon et au moment où donc son partenaire disparaît, elle va faire état des soupçons qu'elle a auprès du père de ce jeune homme, et en fait sa parole va être décrédibilisée immédiatement au motif qu'elle est hystérique, qu'elle imagine des choses. Donc là encore on réactive en fait des qualités classiquement attribuées aux femmes et qui empêchent de les considérer comme des agents épistémiques à part entière, et donc qui permet de mettre leur témoignage à l'écart, ce qui a évidemment pour fonction, comme dans le cas rapporté par Cécile, de maintenir des rapports de pouvoir préexistants. Je me demandais aussi si ces préjugés n'étaient pas accentués lorsqu'ils avaient aussi une dimension intersectionnelle, quand on accumule les formes de vulnérabilité sociale. Et là, je pense, et je cite Anna Fulpin qui travaille avec nous sur ce podcast et qui a pensé à l'affaire de Naomi Musanga, qui est survenue le 29 décembre 2017. Pour rappel, c'est une jeune femme qui est morte quelques heures seulement après avoir appelé le SAMU, qui n'a pas pris au sérieux ses douleurs au ventre. Et là, on est en l'occurrence face à une femme qui n'a pas été considérée en tant qu'agent épistémique, et elle était femme noire. Donc voilà, quel est le poids peut-être des préjugés dans leur dimension intersectionnelle? Oui, alors juste la dimension intersectionnelle, elle va pas, à mon avis, tant se marquer dans le cumul de désavantages que dans l'existence en fait de stéréotypes qui visent spécifiquement en fait des groupes situés à l'intersection de plusieurs rapports sociaux de domination. Et en l'occurrence, effectivement, comme l'ont bien montré les travaux de la pensée féministe noire, il existe des stéréotypes spécifiques qui touchent notamment à les femmes racisées, qui vont aussi être historiquement variables, parce que ces stéréotypes, ce sont le produit d'une histoire des rapports sociaux de pouvoir qui va se configurer différemment en fonction des contextes.
Donc dans le cadre de la pensée féministe noire, c'est évidemment dans les contextes états-uniens et nord-américains qu'ils ont été étudiés. Mais effectivement, là, dans le cas que vous rapportez, la décrédibilisation de la parole, elle peut être liée à une position particulière dans l'espace social, qui est aussi du coup un espace épistémique, où finalement des stéréotypes vont se catalyser ou pour décrédibiliser une parole. Et bon, c'est quelque chose dont déjà Frantz Fanon parlait dans son travail. Quand il évoquait le syndrome nord-africain, pour montrer que dans le cadre du rapport colonial, les souffrances psychiques ou physiques des personnes colonisées n'étaient pas considérées en fait comme étant des souffrances réelles ou comme méritant une attention médicale spécifique. Et évidemment, là, le cas que vous rapportez peut être perçu comme le signe de la persistance, en fait, de ce genre de représentation et de ce type de rapport de pouvoir. Venons-en désormais au second type d'injustice épistémique décrite par Miranda Fricker, les injustices épistémiques d'interprétation, aussi appelées injustices épistémiques herméneutiques. Là encore, c'est un terme technique, mais que l'on comprendra vite en prenant un exemple concret. Cette injustice se produit lorsqu'une personne ne dispose pas des ressources conceptuelles nécessaires pour comprendre, décrire et partager son expérience vécue. Donc prenons un exemple concret, on va prendre encore celui de Miranda Fricker dans son livre. Donc Miranda Fricker cite elle-même un extrait du récit autobiographique de l'écrivaine féministe américaine Susan Brown Miller, In Our Time, Memoir of a Revolution, publié en 1990. Et dans ce texte, Susan Brown Miller montre comment, dans les groupes de parole féministes des années 1970, des récits individuels d'attouchements sexuels non désirés prennent un sens collectif. Le partage d'expériences fait émerger la notion de harcèlement sexuel, transformant ce qui était vu comme une simple drague insistante en un problème structurel. Voici donc l'extrait de Susan Brown Miller que Miranda Fricker cite dans son livre pour illustrer le concept d'injustice épistémique d'interprétation. Un après-midi, une ancienne employée de l'université de Cornell est venue voir la professeure féministe Lynn Farley afin de lui demander de l'aide. Cette ancienne employée était Carmita Wood, âgée de 44 ans, née et élevée dans la région des vergers de pommiers du lac Cayuga, et seule à s'occuper de ses 2 enfants. Elle avait travaillé pendant 8 ans au département de physique nucléaire de Cornell, d'abord en tant qu'assistante de laboratoire, puis à un poste administratif. Wood ne savait pas pourquoi c'était tombé sur elle, ni même si elle était vraiment visée, mais un professeur de très haut grade semblait incapable de ne pas la toucher. Selon le récit de Carmita Wood, cet éminent professeur remuait son entrejambe quand il se tenait près de son bureau, ou quand il lisait ses emails, ou bien il effleurait délibérément ses seins lorsqu'il prenait des documents pour les consulter. Un soir après la fête annuelle de Noël, tandis que les employés du laboratoire rentraient chez eux, il la coinçait dans l'ascenseur pour l'embrasser sur la bouche, alors qu'elle ne le voulait pas. Suite à cet incident, Carmita Wood s'est mise à emprunter les escaliers du laboratoire, afin d'éviter de le recroiser dans l'ascenseur, mais le stress causé par ces attouchements furtifs a provoqué chez elle toute une série de symptômes physiques. Elle fut alors atteinte de douleurs chroniques au dos et au cou. Elle a demandé à être mutée dans un autre service. Lorsque cette mutation lui a été refusée, elle a démissionné. Elle est alors partie en Floride pour se reposer. À son retour, elle a voulu demander des allocations chômage. Lorsque l'enquêteur lui a demandé pourquoi elle avait quitté son emploi après 8 ans, Wood n'a pas su décrire les épisodes odieux qu'elle avait vécus. Elle avait honte et était embarrassée. Sous la pression, car il fallait bien remplir le formulaire, elle a répondu qu'elle avait démissionné pour des raisons personnelles. Sa demande d'allocation chômage a été rejetée. Après cela, des étudiantes et employées de l'université de Cornell réalisent qu'elles sont nombreuses à avoir subi des avances sexuelles non désirées sans jamais en parler. En soutenant Carmita Wood et en organisant une prise de parole publique, elles décident de briser le silence et cherchent un terme pour nommer ces comportements, et ce sera finalement l'expression de harcèlement sexuel. Cécile Laverne, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce qu'est une injustice d'interprétation à partir de cet exemple du harcèlement sexuel ? Oui, merci pour cette lecture, parce que c'est vraiment un passage clé du dernier chapitre de l'ouvrage de Fricker. Et donc, à partir de l'analyse notamment de cet exemple, mais d'autres exemples aussi, Fricker définit ce qu'elle appelle donc l'injustice herméneutique, qui est une forme d'injustice qui est d'ordre structurel, et donc qui ne se passe plus à l'échelle interactionnelle, et qui consiste en fait dans l'impossibilité pour un groupe de personnes ou pour un individu de rendre leur expérience intelligible pour elle-même ou pour autrui,
Alors, pourquoi ? En raison, nous dit Fricker, d'une lacune dans les ressources épistémiques partagées par la communauté. Donc là, cette lacune, on la voit bien puisqu'il manque à Carmita Wood le concept, la catégorie de harcèlement sexuel. Et ce qui produit encore plus spécifiquement cette injustice d'interprétation, injustice herméneutique, c'est l'exclusion de certains groupes, de certains individus, des espaces où sont produits ces ressources herméneutiques. Donc il faut aussi une forme de marginalisation herméneutique pour que ça teste en fait cette injustice épistémique d'un type particulier. Et je trouve que Fricker elle a une formule très éclairante pour comprendre cette forme d'injustice qui produit, comme on le voit bien dans votre lecture, une opacification de son expérience pour Carmita Wood, parce qu'elle ne dispose pas des clés d'intelligibilité pour comprendre ce qu'elle vit, et elle est ramenée en fait à la fin à sa propre responsabilité individuelle. Elle finit par dire qu'elle a démissionné pour des raisons personnelles. Et donc, en fait, Fricker nous dit que les lacunes herméneutiques, comme l'absence de ce concept de harcèlement sexuel, sont comme des trous dans la couche d'ozone. Ces lacunes touchent les groupes qui vivent en dessous et qui, du coup, produisent ces effets d'opacification et d'inintelligibilité de leur propre expérience, qui redoublent, en fait, évidemment, des formes d'injustice sociale qui sont déjà subies par les groupes sociaux qui sont en dessous de ces trous épistémiques ou de ces lacunes épistémiques. Et ce que Fricker analyse en détail aussi et qui est très évident dans le texte que vous avez lu, c'est les effets de ces injustices herméneutiques qui ne sont pas seulement des effets sur le rapport à la connaissance et à l'agentivité épistémique de celles qui subissent cette forme d'injustice, là en l'occurrence les femmes. C'est des effets donc que ça porte atteinte à leur confiance épistémique, mais ça porte aussi fondamentalement atteinte à leur vie incarnée. Ça produit des effets somatiques, une série de symptômes en fait qui sont des symptômes de souffrance qui durent dans le temps et qui la conduit dans cette trajectoire de fuite où elle ne parvient pas en fait à sortir de cette opacité et elle accumule finalement les injustices sociales. Et donc, on voit bien comment, pour sortir de cette forme d'injustice structurelle, eh bien, en fait, il faut vraiment l'entrer dans un collectif, là, en l'occurrence, un collectif de femmes, un collectif féministe, pour arriver à nommer et à trouver, en fait, le terme adéquat pour lever cette opacification et ensuite pouvoir la faire valoir dans les arènes publiques et dénoncer en fait cette forme spécifique d'injustice qui était articulée là à une forme d'injustice herméneutique. Je suis évidemment complètement d'accord avec ce qu'a dit Cécile. J'ajouterais peut-être deux choses. C'est que d'abord, c'est un texte, je trouve, qui montre bien ce que la perspective de Fricker et sa réflexion générale sur les injustices épistémiques doit à la littérature féministe en général, à la théorie féministe. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment dit, mais Miranda Fricker, elle se définit comme une philosophe et comme une spécialiste d'épistémologie sociale. Donc l'épistémologie sociale, c'est une branche de la philosophie qui se demande comment est-ce que le fait qu'ils agissent dans un contexte social déterminé va influencer la manière qu'ont les gens de produire de la connaissance, de la diffuser, de la partager, etc. Donc c'est une réflexion sur les déterminants sociaux de la production de connaissances. Et donc c'est le champ dans lequel s'inscrit Fricker. Mais avant de travailler en épistémologie sociale, en fait, Fricker, elle a été formée dans un cursus de Women's Studies, donc à l'époque, les études sur les femmes, avant que ça devienne évidemment les Gender Studies. Et donc, elle explique dans différentes interviews qu'elle a pu donner que cette formation, en fait, c'est à la fois ce qui lui a donné envie de faire de la philosophie, mais ça a aussi profondément nourri, en fait, sa propre réflexion. Et quand elle arrive dans le champ de l'épistémologie sociale, et ben, toutes ces considérations féministes qui sont liées, en fait, à la prise en compte du fait que les rapports de connaissance sont aussi des rapports de pouvoir et sont structurés par des rapports de pouvoir, et ben elle dit ça n'existait pas en fait, ça n'était pas pris en compte dans le champ. Et en fait, elle présente aussi son travail comme une manière pour elle d'avoir inclus ou intégré cet apport féministe dans le champ de l'épistémologie sociale. Donc de s'être demandé finalement qu'est-ce qui, notamment dans les rapports de genre, mais aussi évidemment dans les rapports de race, dans les rapports de classe, puisque quand même
elle a été formée à une époque où les questions intersectionnelles aussi se développent. Comment est-ce que ces rapports vont influencer les processus de connaissance, la manière de produire, de diffuser, de partager, de transmettre de la connaissance. Et voilà. Et ce que, pour en revenir à l'extrait que vous avez lu, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit bien que la constitution du terme de harcèlement sexuel ou la découverte du terme de harcèlement sexuel, en fait, on pourrait aussi la décrire. Donc c'est un processus de dépassement de l'injustice épistémique, mais on pourrait aussi dire que c'est le processus de construction de ce qu'on a appelé un positionnement en fait en philosophie féministe, donc un standpoint, par le biais duquel en fait, à partir, un ensemble d'individus qui partagent une position sociale commune et qui possèdent un savoir du monde social fondé sur cette expérience, vont, en mettant cette expérience en commun, produire une connaissance renouvelée du monde social qui va venir se substituer aussi, ou en tout cas mettre en cause la manière dominante de décrire le monde social. Parce que, en fait, et ça, on y reviendra peut-être quand on parlera des critiques qui ont été adressées à Fricker, mais Fricker dit, comme l'a rappelé Cécile, l'injustice herméneutique, elle se produit quand il y a une lacune dans les ressources épistémiques partagées. Et effectivement, le terme de harcèlement sexuel, comme plus récemment le terme de féminicide, par exemple, c'est des termes qu'il a fallu que le militantisme féministe et la théorie féministe inventent et qui ont permis de redécrire un certain nombre de phénomènes qui étaient déjà connus. Mais justement, ces phénomènes, ils étaient déjà connus et ils étaient déjà nommés, sauf qu'ils étaient nommés autrement. Donc en fait, ce qu'elle appelle une lacune, c'est aussi la prégnance d'un discours dominant qui exprime en fait le point de vue des groupes sociaux privilégiés. Et en l'occurrence, ce que a subi Carmita Wood, peut-être qu'elle a honte de le dire, parce qu'évidemment, elle ne dispose pas de ce terme féministe qui renverse donc du coup la charge de la honte sur celui qui a perpétré ces agressions sexuelles, mais parce que du coup, le vocabulaire dont elle dispose finalement la positionne elle comme autrice de ce dont en fait elle est victime. C'est-à-dire que quand on dit que c'est de la drague lourde ou de la séduction, en fait ce qu'on fait c'est qu'on positionne là en l'occurrence la femme en question comme étant responsable de ce qu'elle vit. Et donc tout l'enjeu dans le fait de nommer puis de dépasser les injustices herméneutiques, c'est évidemment d'enrichir l'ensemble des ressources épistémiques partagées, donc tous ces outils grâce auxquels nous décrivons et nous interprétons le monde, mais c'est aussi d'invalider un certain nombre d'outils qui ont été jusqu'à présent dominants pour leur substituer des outils qui soient plus pertinents parce que forgés du point de vue de ceux qui font directement l'expérience de ce dont il est question. La dimension révolutionnaire de son geste théorique, c'est qu'elle a aussi contribué à légitimer et à importer en fait toute la tradition féministe, de la philosophie féministe et aussi des travaux et de la militance féministe dans une tradition qui était d'une certaine façon aveugle à l'ensemble de ses travaux. Et aussi, elle a contribué à donner un nom et une légitimité, un concept à tout un ensemble de travaux et de questions qui étaient déjà largement étudiées par toute la tradition du black féminisme, mais aussi les épistémologies de l'ignorance, les théories critiques de la race, et donc à importer aussi les questions de ces champs-là, qui sont très riches en philosophie sociale et en épistémologie sociale, les faire dialoguer aussi avec des traditions en théorie de la connaissance qui se prétendaient plus éloignées, en fait, disons, de l'articulation entre connaissance et rapport de pouvoir. Mais sinon, relativement à ce qu'on peut dire, en fait, concernant ces références en philosophie politique, c'est peut-être rappeler que dans le début de son ouvrage, Fricker se situe un peu dans les pas de Michel Foucault notamment, et qu'elle reprend, en fait, même si elle le reprend pas complètement à son compte, mais elle reprend certains éléments de la théorie du pouvoir de Michel Foucault, ce qui aussi est intéressant pour nous parce que ça permet de faire le lien entre cette tradition d'épistémologie sociale et en fait des formes de pensée plus continentales, plus européocentrées, qui peuvent du coup venir aussi renouveler et dialoguer avec cette tradition anglo-américaine.
Alors venons-en maintenant au prolongement et critique du travail de Miranda Fricker, parce que son concept a beaucoup inspiré, on peut dire que c'est devenu un concept clé de l'épistémologie sociale. Un premier prolongement a été fait par José Medina dans son livre The Epistemology of Resistance, publié en 2012. Et donc il reprend le concept d'injustice épistémique, mais il insiste sur le rôle joué par les vertus et les vices épistémiques. Donc là encore, c'est un vocabulaire un petit peu technique. Cécile Laverne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, d'où viennent ces vices épistémiques et en quoi est-ce qu'ils favorisent les injustices épistémiques ? Les vices épistémiques chez José Medina, ce sont un ensemble d'attitudes en fait, que les individus ou les groupes ont acquis lors de leur processus de socialisation, et qui sont des attitudes qui se présentent comme des attitudes de savoir, mais qui en fait sont des attitudes d'ignorance. Donc ce sont un ensemble de vices qui permettent à Medina de penser ce qu'il appelle les formes de méta-ignorance, ou qu'il appelle aussi des formes d'ignorance active. Ces formes d'ignorance ont ceci de paradoxal qu'elles s'ignorent comme ignorance, donc qu'elles ne se pensent pas comme des formes d'ignorance, mais au contraire comme des postures de savoir. Alors pour prendre un exemple de ces attitudes qui vont en fait conduire à produire des injustices épistémiques, donc priver certains individus, certains groupes de leur crédibilité dans les interactions sociales, Medina parle par exemple de l'arrogance épistémique, qui est une attitude qui consiste en fait à se positionner en disant, comme si je disais « je sais tout et vous ne savez rien ». Et donc cette attitude, au fond, étouffe et invisibilise, silencie les formes de témoignage, les formes de savoir qui pourraient venir de groupes sociaux qui sont éloignés du mien, et donc en fait qui empêchent les progrès et l'enrichissement de la connaissance sociale. Un autre vice épistémique qu'étudie Medina est celui de la paresse épistémique, qui consiste en fait à se désintéresser de formes de connaissances qui seraient élaborées en fait par des groupes sociaux, là encore qui ne sont pas les miens, qui sont éloignés en fait de mon propre univers social. Et ensuite, le troisième vice, c'est la paresse épistémique. Et la fermeture d'esprit. Ah oui, donc paresse épistémique et fermeture d'esprit. Donc la fermeture d'esprit, elle est aussi intéressante parce qu'elle montre le caractère en fait vraiment actif et défensif de cette forme d'ignorance. Parce que dans la fermeture d'esprit, il y a vraiment une volonté de ne pas savoir, de ne pas voir, parce que le fait de véritablement se déplacer, s'altériser vers des formes de savoir et de connaissances produites par d'autres groupes sociaux remettrait trop en cause la propre position épistémique de celui ou celle qui développe cette attitude, et en fait nécessiterait aussi probablement de prendre responsabilité des injustices sociales ou des injustices épistémiques, et d'essayer d'y remédier. Et donc c'est vraiment une attitude qui consiste à vraiment vouloir conserver absolument son privilège épistémique, et surtout ne pas se laisser affecter aussi par des expériences et des vies qui sont autres que les nôtres. Par exemple, on peut voir ce type de fermeture d'esprit relativement aux personnes en situation de pauvreté, où effectivement on va projeter sur elles un certain nombre de savoirs, de connaissances qui peuvent avoir une dimension très paternaliste et objectifiante, et alors même que les personnes essaient de faire valoir des savoirs spécifiques et des expériences de vie qui sont souvent très, très difficiles, mais aussi traversées par des formes de résistance. Mais peut-être que c'est un point qu'on abordera un peu plus tard dans la discussion. Mm-hmm. Mais en tout cas, si je comprends bien, c'est une incapacité à un moment donné à se mettre à la place de l'autre. Enfin, une incapacité ou une non-volonté d'ailleurs. Parce que... Alors oui, je pense qu'il y a quand même cette dimension active, hein, comme l'a souligné. Il y a des degrés, disons, dans la pensée de Medina, je pense, des vices épistémiques. Donc des formes d'ignorance plus ou moins enquistées, plus ou moins conscientisées, plus ou moins actives. Mais je pense que je ne suis pas sûre... Que l'idée de se mettre à la place d'autrui ravirait totalement
José Medina. Pourquoi je dis ça? Parce que il se trouve que c'est quelqu'un qui a aussi été beaucoup influencé par Iris Yang et par, je dirais plus généralement, les philosophies de la différence. Et donc c'est quelqu'un qui, il me semble, pense que, et là encore on entend quand même très fortement l'arrière-plan des épistémologies féministes, mais qui pense que la constitution en fait d'une connaissance adéquate du monde social, qui inclurait donc une connaissance de sa propre position dans le monde social et des privilèges associés à cette position, c'est en fait quelque chose qui ne peut pas dériver d'une sorte de position d'omniscience. En fait, nécessairement, ça va passer par la confrontation d'une multiplicité de points de vue. Et je pense que l'idée, c'est pas d'arriver à se mettre à la place des autres. Je pense que l'idée, c'est d'arriver à écouter les autres. Et comme le disait Cécile, à se laisser affecter, en fait, et transformer par des points de vue auxquels on ne peut pas prétendre, en fait, s'identifier parce qu'ils sont irréductiblement différents du nôtre. Et que, en fait, prétendre passer par-delà cette différence, ça serait aussi annuler finalement la positionnalité qui est la nôtre. Et donc je pense que c'est pas ça qui est souhaitable de son point de vue. Mais plutôt prendre conscience par le biais de la confrontation des points aveugles qui sont les nôtres, des zones d'ignorance qui sont les nôtres. Et du coup, arriver à construire des dispositifs plus dialogiques, plus démocratiques, à la fois au niveau des pratiques épistémiques et des pratiques politiques. D'ailleurs, c'est peut-être dans une relation d'écoute partagée, dialogique, qu'on peut identifier non pas des vices épistémiques, mais des vertus épistémiques chez l'autre distant de nous. Je sais que c'est un autre concept que Armand a mentionné quand on a introduit José Medina, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer là. En fait, peut-être qu'effectivement, il faut rappeler que le terme de vertu épistémique, auquel répond le terme de vice épistémique, c'est d'abord un terme qui est présent chez Fricker. C'est-à-dire que Fricker, elle pense les injustices épistémiques dans une perspective descriptive. Il s'agit de décrire un ensemble d'injustices qui se passent dans le monde réel, mais aussi dans une perspective normative, c'est-à-dire il s'agit de se demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ces injustices, pour y remédier. Et elle se situe dans une perspective théorique particulière pour envisager justement ces réponses-là, qui est l'éthique des vertus. L'éthique des vertus, c'est une tradition de philosophie morale qui remonte loin, puisqu'elle remonte à Aristote, mais qui considère que, en gros, le bien agir, le fait d'agir de façon morale, repose sur l'acquisition par chaque individu d'un ensemble de vertus, c'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure Cécile, des attitudes qui nous permettent de devenir généreux, de devenir juste. Et en fait, ça se décrète pas volontairement, ça se pratique en suivant l'exemple de gens qui sont déjà des gens vertueux et en s'entraînant à agir ainsi. Et c'est ainsi que ensuite on peut agir vertueusement sans y penser d'une certaine manière. Et donc, comme beaucoup de gens dans la philosophie morale anglo-américaine, et Bernard Williams notamment, Fricker reprend ce cadre-là et considère que pour répondre aux injustices épistémiques qu'elle a diagnostiquées, il faut développer ce qu'elle appelle des vertus de justice épistémique, donc une vertu de justice testimoniale qui consiste en fait à prendre conscience des formes de stéréotypes négatifs sous lesquels nos interlocutrices peuvent tomber, et donc à désactiver en fait ces stéréotypes dans le cours de l'interaction, en tout cas à prendre conscience du fait qu'ils peuvent préempter la crédibilité de nos interlocutrices. Et puis la vertu de justice herméneutique, qui est cette fois-ci une capacité à se dire que si la personne en face de moi a des difficultés à exprimer sa pensée ou à le faire de façon claire, non hésitante, etc., c'est pas parce qu'elle serait incompétente ou quoi, mais c'est parce que peut-être il existe une lacune dans les ressources épistémiques partagées qui font que sa propre expérience ne lui est pas facilement accessible. Donc, il y avait déjà chez Fricker cette idée que répondre aux injustices épistémiques, dans la mesure où elles se passent toujours dans l'interaction, même si elles ne dérivent pas forcément directement de l'interaction, mais en tout cas, elles se passent dans l'interaction, et ça suppose que les gens en interaction
fassent quelque chose, quoi. Donc agissent d'une manière particulière et donc en l'occurrence pour elle mettent en œuvre ces vertus de justice épistémique. Et en fait, le truc intéressant dans la perspective de Médina, c'est que quelque part il reprend, mais il inverse la perspective de Fricker. Il reprend parce que, comme elle, donc, il va se situer dans le cadre d'une réflexion sur les vertus et les vices des individus. Donc, qu'est-ce qui, dans les dispositions individuelles, permettent des pratiques épistémiques satisfaisantes ou, au contraire, leur font obstacle. Mais en se focalisant sur les vices épistémiques qu'a décrit Cécile, là, ce qu'il fait, c'est qu'il porte la focalisation non pas sur les dominés ou ceux et celles qui subissent les injustices épistémiques, mais sur les dominants et sur le rôle actif et la responsabilité, comme l'a dit Cécile, que les dominants ont dans la survenue des injustices épistémiques. Et à mon avis, c'est l'un des apports principaux de Médina, qui réintroduit, ce faisant, dans la réflexion sur les injustices épistémiques, quelque chose qui est présent chez Fricker, mais qui est quand même un peu à l'arrière-plan, qui est la question de ces rapports structurels de domination, qui informent en fait toujours déjà les pratiques épistémiques des agents. Donc on comprend que pour lutter contre ces injustices épistémiques, il ne suffit pas d'attendre que chacun se rende compte de ses propres préjugés afin de mieux être à l'écoute, mais il faut peut-être aussi agir sur les institutions pour s'attaquer à la dimension structurelle de ces injustices. Et donc concrètement, se demander maintenant ce que ça signifie de transformer les institutions pour tendre vers davantage de justice épistémique, quelle action on peut mettre en place. Et une question que je me posais, c'est est-ce que la justice pourrait par exemple mobiliser toute cette typologie des injustices épistémiques qu'on vient d'aborder depuis le début de notre discussion? Marie Garot. La justice, vous voulez dire l'institution judiciaire? Oui, l'institution judiciaire. Peut-être qu'avant de commencer par l'institution judiciaire, je ferai une réponse plus générale, et puis peut-être qu'on pourra en venir à un exemple plus concret au fur et à mesure. Mais je pense que la typologie des injustices épistémiques, elle est extrêmement importante pour permettre de mettre des mots et de repérer des formes d'injustice qui sont, comme vous l'avez dit, extrêmement ordinaires et quotidiennes et qui touchent différents groupes sociaux. Et ces injustices, en fait, ce qu'elles révèlent, c'est l'existence d'asymétries épistémiques entre les groupes sociaux, la présence de formes de monopole herméneutique, c'est-à-dire la capacité qu'ont certains groupes à définir les termes du débat, à imposer le cadrage de certains problèmes, à imposer un vocabulaire pour décrire le monde social, qui a pour effet de silencier ou de rendre inintelligible ou inaudible la voix d'autres groupes sociaux. Comme Cécile l'a dit, ces injustices-là, elles ont une dimension structurelle. Alors ça, c'est quelque chose que Fricker dit un peu déjà concernant les injustices herméneutiques, mais c'est quelque chose que les travaux qui vont suivre vont beaucoup mettre en évidence. Et on a la chance d'avoir aussi pu discuter récemment avec Cécile, avec Amandine Catala, qui est professeure au Canada, à Montréal, et qui est détentrice de la chaire de recherche sur la justice et l'agentivité épistémique, qui a beaucoup réfléchi à cette question des injustices structurelles. Et quand on dit qu'elles sont structurelles, ça veut dire que, en fait, elles sont ancrées dans des fonctionnements institutionnels, des règles, des normes institutionnelles, des représentations qui sont partout présentes dans l'espace social. Et donc, évidemment, quand on dit ça, on se rend compte aussi de la difficulté qu'il va y avoir à les contrecarrer ou à y remédier. Mais cela dit, il me semble que l'une des premières choses qui paraît assez, je pense, évidente, c'est que, Cécile l'a dit aussi tout à l'heure, les injustices épistémiques, elles sont aussi le reflet dans l'ordre épistémique d'injustices sociales. Donc je ne pense pas qu'on puisse régler la question des injustices épistémiques sans du tout s'intéresser à la question des injustices sociales, c'est-à-dire aux asymétries de pouvoir qui existent entre les groupes sociaux dans une société donnée. Et je pense qu'effectivement, au niveau de chaque institution, l'école, la justice, l'hôpital, l'université, on peut se demander, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'inclure un certain nombre de voix, de
parmi les gens qui travaillent dans ces institutions, parmi les gens qui les fréquentent, qui les font vivre, etc. Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, pour l'université aussi, transformer le canon, c'est-à-dire ce qu'on enseigne, ce qu'on n'enseigne pas, ce qu'on va identifier comme étant des éléments centraux des différentes disciplines. L'idée étant à la fois que... l'idée, je pense, directrice, c'est... rééquilibrer les asymétries de pouvoir asymétriques. Et donc, pour ça, on peut à la fois inclure des gens, mais inclure, ça suffit évidemment pas. Il faut aussi travailler à ce que Alexis Roy appelle un processus de disempowerment épistémique, donc de renoncement aussi au pouvoir épistémique dont certains groupes sont détenteurs. Donc, par exemple... je sais pas, par exemple, c'est sans doute très bien de faire des cours sur le Black Feminism. Et je pense qu'il y a 10 ans, il y en avait sans doute très peu à l'université française et je pense qu'aujourd'hui, il y en a plus. Mais par contre, de mon point de vue, ça serait quand même encore mieux que ce puisse être des collègues racisés qui enseignent ces cours. Or là, par exemple, à l'université, des collègues racisés, on n'en a quasiment pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et tant que ça perdurera... on voit bien que la question des voix qui comptent, la question de quels sont les concepts qui vont s'imposer ou pas, elle ne pourra pas vraiment être résolue. Et ça, je pense que c'est une réflexion qui vaut dans chaque institution. Tout à fait. On peut penser aussi au dernier chapitre de l'ouvrage d'Amandine Catala qui porte sur... qui a un très beau titre qui s'appelle Becoming Who You Are, et qui porte en fait spécifiquement sur la question de l'autisme. Enfin, en tout cas, elle prend cet exemple de l'autisme comme clé d'entrée pour penser la percée épistémique, donc la manière dont un certain nombre de découvertes herméneutiques, comme par exemple un diagnostic d'autisme, peut transformer radicalement le rapport à soi-même, à sa propre liberté, à sa propre agentivité, notamment épistémique. Et donc là, en l'occurrence, dans ce chapitre, elle fait une généalogie en fait du pouvoir psychiatrique et de la manière dont, à travers l'histoire du XXe siècle et en particulier les différents DSM, donc qui sont le canon en fait de connaissance de ce qui est considéré comme une pathologie, et bien en fait on a en fait produit des normes en fait d'identification des personnes autistes, et elle montre bien comment en fait s'est constitué depuis les années 90-2000 des formes de contre-pouvoir épistémique à travers la formation des communautés de personnes autistes qui ont en fait d'une certaine façon aussi renouvelé la compréhension de l'autisme en revendiquant le fait que ça devait pas être pensé comme une pathologie, et que en fait le diagnostic d'autisme pouvait être revendiqué aussi comme une forme d'empowerment épistémique à travers tout un renouvellement aussi de la manière d'en parler. Et donc là en fait typiquement ce disempowerment épistémique, même si je pense que c'est difficile à concevoir comme pour une profession comme les psychiatres, qui est une profession qui jouit à la fois de beaucoup de privilèges épistémiques et aussi sans doute qui bénéficie de pas assez de moyens, par exemple en France, pour vraiment bien accompagner les personnes qui sont censées accompagner, mais c'est un autre problème. Mais en tout état de cause, voilà, le disempowerment épistémique pour une profession comme la psychiatrie pourrait aussi signifier être davantage à l'écoute en fait de ces communautés politiques, et aussi accepter en fait que les catégories qui sont produites par ces communautés politiques de personnes autistes puissent venir informer les savoirs psychiatriques et aussi les renouveler. Donc ça passe vraiment par la compréhension d'une terminologie, de concepts. C'est pour ça que je pensais à l'institution judiciaire. Si on reprend l'exemple du début de notre discussion, Tom Robinson, si le jury du procès avait eu en tête cette typologie des injustices, et notamment qu'il pouvait avoir lieu une injustice épistémique, herméneutique testimoniale, de témoignage, est-ce que peut-être qu'il aurait été plus vigilant à ce qu'elles ne se produisent pas, parce que c'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce que ça passe par une connaissance, une appropriation d'une terminologie qui... Il y a peut-être 2 niveaux, et sans doute Marie va compléter. C'est clair qu'en fait, il y a un certain... par exemple, alors si on revient au cas du harcèlement sexuel,
En fait, cette catégorie, elle a été inventée dans des milieux féministes, mais ce qui a vraiment favorisé le fait qu'elle a transformé les communautés épistémiques et qu'elle a levé en fait l'injustice herméneutique, c'est le fait qu'elle est aussi devenue une catégorie juridique et elle peut aussi donc être utilisée dans des cadres de défense de leurs droits par des femmes. Elle est opposable, quoi. Donc en fait, évidemment, il faut qu'il y ait une forme d'uptake de ces catégories pour que les communautés épistémiques soient transformées dans ce que Christy Dodson appelle leurs conditions socio-épistémiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une modification des structures qui sont, comme le disait Marie, asymétriques et inégalitaires. Mais on peut tout à fait... la formation de ces nouvelles catégories juridiques, je pense qu'à elle seule, elle ne suffit pas à neutraliser en fait les effets des injustices épistémiques. Et on peut tout à fait imaginer, en fait, faire une expérience de pensée, imaginer un procès de Tom Robinson avec en fait des catégories qui auraient permis de dénoncer le racisme et que les jurés ne s'en emparent pas parce que, en fait, comme le dira Medina quand il commentera aussi cet exemple dans Epistemology of Resistance, les stéréotypes sont tellement en fait sédimentés et puissants dans l'imagination sociale de ces jurés blancs que en fait c'est pas seulement qu'il y a une injustice épistémique qui produit un déficit de crédibilité pour la parole de Tom Robinson, c'est aussi qu'il y a un excès de crédibilité qui est accordé à Mayela Ewell, alors même qu'en fait clairement son témoignage ne remplit pas du tout les clauses en fait les plus basiques qui sont la sincérité à la compétence pour reconnaître un témoignage comme valide. Et donc de ce point de vue-là, on voit bien que les injustices épistémiques, elles prennent place dans une économie en fait de la crédibilité qui est traversée par des rapports de pouvoir. Et donc en fait la production de catégories juridiques sur la base de la connaissance de ces injustices épistémiques, pour être efficace sur le plan politique, il faut vraiment qu'elle soit aussi portée par une transformation au niveau des imaginations sociales et de ce que Medina appelle aussi la sensibilité démocratique, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire reculer les zones d'ignorance produites par les vices épistémiques et aussi les résidus en fait, de ces lacunes herméneutiques qui peuvent aussi gréver notre compréhension des injustices sociales de manière générale. Alors venons-en maintenant à vos actions, à vous, pour plus de justice épistémique, si je peux dire. Vous avez toutes les deux participé à un projet de recherche de philosophie sociale porté par ATD Quart Monde, qui est un mouvement international non gouvernemental fondé en 1957. Et dans le cadre de cette recherche participative, qui a eu lieu entre 2019 et 2023, vous avez étudié la question des injustices épistémiques qui touchent les personnes faisant l'expérience de la pauvreté. Marie-Héro, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est ATD Quart Monde et en quoi consistait cette recherche participative? Quelle forme est-ce qu'elle a pris concrètement? Alors, ATD Quart Monde, c'est, comme vous l'avez dit, un mouvement de lutte contre la misère et pour l'abolition de la misère qui trouve sa naissance dans l'action du père Joseph Wresinski, qui, à la toute fin des années 50, en fait, après avoir lui-même grandi en fait dans la pauvreté, ses parents étaient des migrants venus de Pologne. Lui-même a grandi dans un quartier vraiment très pauvre. Voilà, il a un parcours assez intéressant qu'il fait passer par les jeunesses ouvrières chrétiennes, des périodes d'enfouissement à la mine. Donc, c'est-à-dire on va vivre avec les ouvriers dans les conditions dans lesquelles ils vivent, etc. Et donc devient prêtre, comme c'était aussi le cas dans un certain nombre de familles à l'époque, où c'était une manière de faire quelque chose aussi, de trouver une trajectoire sociale. Et il se trouve qu'il est envoyé par son évêque dans le camp d'Emmaüs. Non, pas dans le camp d'Emmaüs, pardon, le camp de Noisy-le-Grand, mais qui est un camp créé à l'initiative de l'abbé Pierre et géré à l'époque par les compagnons d'Emmaüs. Donc au nord de Paris, qui est un bidonville en réalité. Dans lequel vivent à l'époque à peu près 200 familles. Et donc il raconte dans ses écrits que quand il est arrivé là-bas, en fait, il a eu le sentiment de se trouver face à son peuple
et de se dire que finalement il aurait accompli sa mission quand il aurait fait en sorte que ces gens-là, la parole de ces gens-là soit entendue de tous les puissants du monde, du président de la République, du pape. Donc il a une sorte de révélation en arrivant dans le camp, et donc il va s'y installer. Et rapidement, avec les habitants du camp, il va créer une association à but éducatif et culturel, qui est finalement un peu l'ancêtre d'ATD Quart Monde. Et puis donc assez vite, il va créer ATD Quart Monde en associant donc aux habitants du camp un certain nombre de gens qui vont devenir connus sous le nom d'alliés au sein du mouvement, qui sont des gens issus de la société civile et souvent occupant des postes assez importants dans la société civile, qui vont venir prêter main forte et mettre leurs privilèges, soit réputationnels, soit matériels, au service en fait du mouvement. Et ATD Quart Monde donc, se définit comme un mouvement de lutte contre la pauvreté, pour l'abolition de la pauvreté, et a d'emblée eu en fait une réflexion sur le rôle que jouait dans ce processus d'émancipation la connaissance, et notamment la connaissance produite par celles et ceux qui vivent en situation de pauvreté. Et c'est sans doute, en tout cas, et Cécile rajoutera évidemment, mais quelque chose qui distingue et qui singularise aussi le mouvement dans le paysage, je dirais, général des mouvements de lutte contre la pauvreté, c'est que c'est un mouvement qui a d'emblée pris position contre des approches paternalistes de la pauvreté ou contre des approches, je dirais, réductionnistes qui faisaient de la pauvreté un problème de manque matériel, monétaire. Et en particulier, quand il arrive dans le camp, Wresinski... de Noisy-le-Grand, Wresinski tout de suite se fait l'écho de l'humiliation en fait vécue par les familles qui sont là dans leur rapport en fait, notamment avec les compagnons d'Emmaüs qui leur apportent effectivement un certain nombre de biens matériels, mais exercent aussi une forme de surveillance, une forme de contrôle social, une forme de normalisation qui lui semble complètement contraire en fait à la dignité des gens qui sont là. Et donc tout l'enjeu du mouvement a été vraiment depuis le début d'affirmer la dignité des plus pauvres et de le faire par l'exemple, si je puis dire, c'est-à-dire en construisant ce mouvement avec eux et en faisant en sorte que ce mouvement rende leur parole et leur savoir de la pauvreté audibles dans le monde social. Et d'où, du coup, la méthodologie adoptée par ATD Quart Monde qui s'appelle le croisement des savoirs. J'imagine que c'est un lien direct avec ce que vous venez de dire, Marie Garot. Oui, peut-être que Cécile va nous en parler. Cécile la méthodologie, mais qui est plus tardive que la création d'ATD Quart Monde elle-même. Là, on est dans les années 90, il me semble. Tout à fait, oui. Et c'est celle que vous avez adoptée pour, dans la recherche participative à laquelle vous avez participé toutes les deux. Tout à fait. Voilà. Donc nous, la recherche participative qu'on a menée entre 2019 et 2023, c'était la première recherche participative en croisement des savoirs en philosophie sociale. Donc de nombreuses recherches en croisement des savoirs avaient lieu auparavant, mais nous, on a fait la première en philosophie sociale. Et donc c'est une méthodologie, il faut juste rappeler que un des éléments clés aussi de ce rapport en fait très, très singulier d'ATD à la recherche et aussi à l'importance accordée à la parole en fait et au savoir issu de l'expérience de la pauvreté, s'est formé aussi à travers ce qu'ils ont appelé les universités Quart Monde, qui sont en fait des lieux de production de savoir par les personnes en situation de pauvreté, d'élaboration de ce savoir, de construction de ce savoir, où les chercheuses et les chercheurs sont invités simplement comme aidants, en fait, comme adjuvants de cette recherche et pas comme devant être en position de privilège et de produire un savoir qui va être amené aux personnes en situation de pauvreté. Il y a plutôt un renversement de perspective. Et dans la continuité en fait, de ces universités Quart Monde, qui structurent vraiment le mouvement en France et à l'international, eh bien, en fait, dans les années 90, il y a une méthodologie de recherche participative qui s'appelle le croisement des savoirs, qui a été inventée, créée, notamment
dans l'idée qu'il faut absolument que les personnes en situation de pauvreté ne soient plus uniquement les objets de la connaissance des chercheuses et des chercheurs, mais deviennent les sujets aussi, participent pleinement en fait à la production de la recherche, avec cette idée que pour faire reculer et pour abolir la pauvreté, la misère, comme Marie l'a dit, et pour que la connaissance de la pauvreté soit complète et non plus partielle, il faut en fait associer à la connaissance produite sur les terrains universitaires aussi les savoirs issus de l'expérience de la pauvreté. Et donc croisement des savoirs, ça renvoie au croisement de 3 formes de savoir. Dans le cadre de cette démarche participative, pour le dire très vite, le savoir des universitaires, des chercheurs, des chercheuses, le savoir des personnes en situation de pauvreté, qui est plutôt désigné comme du savoir expérientiel, et les savoirs des professionnels de la lutte contre la grande pauvreté, qui est plutôt considéré comme du savoir d'action, étant entendu que en fait, ces catégories sont évidemment poreuses et que dans le cadre de cette recherche, en fait, les 3 groupes en fait, qui sont en présence, donc le groupe des chercheuses et des chercheurs, le groupe des personnes en situation de pauvreté et le groupe des professionnels de la lutte contre la grande pauvreté, produisent ces 3 formes de savoir. Et donc, dans le cadre de la recherche qu'on a menée avec Marie, avec une trentaine de co-chercheuses et co-chercheurs, et qui a été dont certains résultats, enfin les principaux résultats ont été publiés en 2023 dans un ouvrage qui s'intitule « Pour une nouvelle philosophie sociale, transformer la société à partir des plus pauvres » au bord de l'eau, aux éditions du bord de l'eau. Et bien dans le cadre de cette recherche, en fait, un des axes qui a été choisi comme axe privilégié de réflexion, ça a été la réflexion sur les injustices épistémiques, injustices liées au savoir, qui est en fait un concept qui a d'emblée frappé par la manière dont il permettait d'éclairer la situation des personnes en situation de pauvreté avec lesquelles nous avons fait cette recherche, et donc qui a été d'emblée investi comme une problématique qui, d'une certaine façon, existait depuis longtemps dans la TD, mais qui, en même temps, méritait en fait de nouveaux développements grâce à ce corpus anglo-américain qu'on a investi dans le cadre de cette recherche. Et je vais laisser Marie poursuivre. Oui, non, simplement pour rappeler aussi, en complément de ce que dit Cécile, que donc, dans la recherche participative en croisement des savoirs, l'idée, c'est donc d'associer 3 groupes de personnes, donc les militants, ce qu'on appelle donc dans le langage de ATD Quart Monde, les militants qui sont les personnes vivant en situation de pauvreté, les volontaires qui vivent et agissent auprès d'eux de façon quotidienne pour les aider, les accompagner dans leur démarche, et des chercheurs qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à ces questions-là. Et en fait, dans la méthodologie, ces 3 groupes interviennent à part égale dans la définition même de l'objet de la recherche. C'est-à-dire que nous, au départ, c'était très très déstabilisant, mais en même temps extrêmement intéressant. Quand on est arrivé dans cette aventure-là, parce qu'en gros, pour préciser un peu les conditions concrètes dans lesquelles la recherche s'est déroulée, donc Cécile a rappelé qu'elle a duré 3 ans et demi. Et donc, en fait, on se réunissait 2 fois par an à raison de 4 ou 5 jours pendant lesquels donc, on vivait ensemble en immersion. En immersion, quoi. Tout le monde dans un même endroit. Et donc, ça voulait dire aussi que du coup, on travaillait toute la journée, on travaillait beaucoup. Mais on faisait aussi la vaisselle ensemble, on mangeait ensemble, on faisait un peu la fête ensemble aussi quand même le soir. Et tout ça, ça participait à créer des liens qui ont été très très importants pour étayer en fait la production de connaissances. Et puis on se voyait aussi entre ces périodes-là pour des durées un peu plus courtes, une journée, une après-midi, pour avancer sur des points spécifiques de la recherche. Et donc, cette question des injustices épistémiques, en fait, le concept, il a été proposé dans le cadre vraiment d'une discussion qui est partie au départ, la toute première session. On a tous et toutes réfléchi au sens du mot social. Qu'est-ce que ça évoque quand on est chercheur en philosophie sociale, quand on est praticien ou quand on est militant Quart Monde? Qu'est-ce que ça évoque, ce terme? Et donc, assez rapidement, et d'ailleurs, c'était à la fois hyper intéressant et en même temps extrêmement
questionnant. Ce qui est ressorti, c'est que pour les militants et militantes quart-monde, cette question, elle renvoie immédiatement à des formes de violence sociale qui sont expérimentées d'abord dans la relation d'assistance avec les institutions qui sont censées leur venir en aide, qui ne les croient pas, qui ne les écoutent pas, qui ne les considèrent pas comme des agents épistémiques. Et en fait, c'est en parlant de ces expériences, en les décrivant, que l'un de nos co-chercheurs, qui s'appelle Tom Croft, qui est volontaire, qui a suivi les cours de Miranda Fricker, je crois. Qui est maintenant en thèse de philosophie, a dit, mais en fait, ce que vous racontez, ça me fait penser à ce concept. Et du coup, ça a intéressé tout le monde. On s'est dit, tiens, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec ce concept pour essayer de penser finalement cette expérience vécue de la pauvreté et les obstacles en fait qui se mettent sur le chemin d'une abolition de la pauvreté. Donc c'est comme ça que le concept est arrivé. C'était extrêmement riche parce qu'à la fois... nous, en tant que philosophes, je pense que ça a aussi été, en tout cas pour moi, ça a été vraiment une leçon. Il s'agissait évidemment d'essayer de ne pas reproduire des formes de violence symbolique dont notre position est intrinsèquement porteuse. Donc évidemment, on n'a pas réussi. Scoop. Mais il s'agissait aussi, et ça, moi j'ai mis plus de temps à le comprendre et en même temps c'est devenu hyper clair à un moment donné. En fait, il s'agissait d'agir tel que notre position supposait qu'on le fasse aussi, c'est-à-dire en apportant vraiment de la connaissance philosophique et en ne se cachant pas d'avoir cette compétence-là qui était la nôtre et qui était a priori celle pour laquelle on était là. Et du coup, on est allé, nous, travailler avec Cécile sur ces injustices épistémiques qu'on a lues et on a proposé des extraits de texte à nos co-chercheurs et co-chercheuses qui, de leur côté, en fonction de la position qui était la leur dans la recherche, se sont aussi interrogés sur, OK, en fait, c'est quoi, du coup, dans mon expérience de vie, quelles ont été ces injustices épistémiques que j'ai vécues ou comment est-ce que j'ai pu créer des stratégies pour essayer de les désamorcer, etc. Et donc, c'était hyper enrichissant. Ouais. Et si je peux rebondir, ce qui était assez beau, donc, c'est qu'on est rentré dans ce corpus de manière un peu oblique, puisqu'en fait, on y est rentré toutes les deux ensemble à travers cette recherche, et donc avec plutôt une question qui est relative à une question qui est en fait un peu oubliée dans ce corpus, qui est la question de la pauvreté ou de la classe. Et donc, en fait, c'était assez beau de travailler ces nouveaux textes, qui étaient très marqués par des questions féministes et relatives à la question du racisme. Et là, en fait, d'essayer de les importer en fait, sur la question de la grande pauvreté. Et il y a eu des moments en fait, assez forts. Hein. Par exemple, un moment dont je me souviens qu'il a été sur le plan... je pense de la percée herméneutique pour tout le monde assez puissant où on a amené, je pense que c'était toi Marie, la philosophie de Dubois et ce concept de double conscience qui a vraiment résonné en fait très fortement en fait avec l'expérience de la grande pauvreté et du coup on a mobilisé en fait dans le cadre de cette recherche avec évidemment cette question de qu'est-ce que ça signifie d'importer un concept qui au départ a été pensé sur le terrain du racisme aux États-Unis et que comment on peut l'importer dans une réflexion sur la grande pauvreté qui est pas exactement la même, etc. Mais c'était très beau et surtout c'était très intéressant de voir comment ce concept il pouvait jouer le rôle un peu peut-être aussi de lever de formes d'injustice herméneutique parce qu'il apportait en fait des levées d'opacité sur les expériences vécues de nos partenaires de recherche. Et donc ça a été une expérience assez, pour moi, et je pense pour Marie aussi, et pour les autres philosophes de l'aventure, une expérience très transformatrice, notamment parce qu'on a expérimenté ce fameux disempowerment épistémique à certains moments, non sans difficulté, sans inconfort, et aussi, je pense, parce que à travers cette méthodologie, on a aussi vu comment pouvaient s'expérimenter des formes de pratiques pour lutter contre l'injustice épistémique en situation de recherche. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, absolument, à tous les instants, et qu'on peut toujours neutraliser les effets de violence symbolique, mais en tout cas, je pense que ça nous a donné des outils pour voir comment la recherche pouvait avoir aussi une figure vraiment démocratique et produire du savoir avec des personnes qui sont vraiment en situation de marginalisation épistémique et dont la parole est le plus souvent étouffée, silenciée.
Justement, peut-être que pour ne pas reproduire une telle injustice épistémique ici même, dans cette émission, on peut entendre, ce n'est pas la voix, mais Armance va nous interpréter Martine Lecor, qui est toujours militante ATD, issue elle-même de la grande pauvreté et qui, je trouve ça intéressant, dès 2013, dans la revue Carmonde, dit n'avoir pas les mots pour dire l'injustice. Donc la recherche participative a commencé en 2019, mais dès 2013, le mot injustice était là. On écoute le texte. Il y a des mots qui t'honorent, te grandissent, t'élèvent, et d'autres qui te réduisent, t'anéantissent, te détruisent. Et c'est avec ces derniers que je me suis forgée. J'ai vécu la relégation, l'humiliation, les séparations, les expulsions, l'exclusion, la mise à l'écart, l'isolement, le jugement, le rejet, la honte, la peur, le mépris. Tous ces mots, chacun de ces mots, ont eu des effets sur ma vie, mon histoire. C'est avec le poids de chacun de ces mots que j'ai tenté de grandir. Je me suis pliée au jugement des autres, j'ai fini par intérioriser ces mots, par croire que ma vie ne valait pas grand-chose, que je ne valais pas grand-chose. Je me suis résignée. Je n'avais pas les codes de l'autre monde. Je n'avais pas les mots pour dire l'injustice, les mots pour dénoncer, les mots pour me défendre. Puis j'ai vécu cette rencontre avec le mouvement comme une véritable chance. C'est alors que j'ai osé parler, écouter, dénoncer, revendiquer, exprimer, contrôler mes propos, réfléchi, appris à croire que je n'étais pas une nulle, que mon milieu était porteur de valeurs. Voilà de nouveaux mots qui prenaient sens dans ma vie et pouvaient aussi se transformer en action. Je me suis découverte intelligente, entreprenante, battante. J'ai appris avec ce mouvement à découvrir notre intelligence commune, notre solidarité, notre sagesse, et à mettre des mots sur tout cela. Tous ces mots que jusque-là, je ne m'autorisais pas à m'approprier. Ce sera sûrement les derniers mots après de cette émission, parce qu'il faut bientôt qu'on s'arrête. Mais Marie Garot, est-ce que vous voulez réagir à ces propos lus de Martine Lecor? C'est un texte magnifique. Martine Lecor est une militante importante d'ATD Carmonde. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « Les miens sont ma force ». Vous l'avez rencontrée? Oui, moi je l'ai rencontrée lors d'un colloque à Caen en 2019. Donc il y a longtemps, on s'était croisés et je l'avais écoutée et j'avais été saisie par la puissance en fait de sa parole qui je pense est le produit de la trajectoire d'émancipation qu'elle raconte là dans le texte que vous avez lu, qui est une parole puissante parce qu'elle est pleinement incarnée, pleinement réflexive aussi. Je dirais simplement que vous souligniez avant de lire l'extrait que c'était un texte ancien en fait, en tout cas qui 2013. a déjà plus de 10 ans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a frappé aussi, c'est que c'est un mouvement qui a réfléchi à cette question sans disposer de ce concept-là depuis extrêmement longtemps. Dans une autre recherche participative qui s'appelle « La misère et violence », ils ont identifié ce qu'ils appellent les contributions non reconnues comme l'une des facettes de l'expérience de la pauvreté qui contribue à la constituer comme violence sociale. Et voilà, je pense que c'est un témoignage qui est porteur à la fois d'une trajectoire d'émancipation, mais aussi héritier d'une histoire collective, en fait, d'émancipation que ATD écrit depuis 40 ans maintenant, 50 ans même, plus que ça. Je suis très très mauvaise en maths. 60 ans. Est-ce que Cécile Laverne, vous voulez rajouter quelque chose? Les mots de la fin seront pour vous. Non, moi j'aime aussi beaucoup ce texte et j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Martine Lecor qui est vraiment une personnalité déterminante du mouvement et ce qui me frappe toujours dans ce texte, c'est cette idée de l'entrée dans le collectif qui correspond à une trajectoire d'autodéfense, quoi. Parce que, et c'était déjà un concept qui était utilisé, une idée qui était utilisée par Wresinski dans une conférence à l'ONU où il disait en fait que souvent on ignore les inventions d'autodéfense des personnes en situation de pauvreté. Et là, Martine Lecor, elle montre cette trajectoire d'émancipation épistémique qui passe en fait par l'appropriation d'une connaissance sur soi et sur ce qu'elle appelle mon milieu, les miens, le quart-monde. Qui d'ailleurs en fait est aussi une manière qui a été aussi une manière pour Wresinski de donner en fait une sorte d'horizon un peu utopique pour renverser tout le poids de la stigmatisation extrêmement violente qui pèse sur les personnes en situation de pauvreté et qui est une idée qui a été inspirée
de la Révolution française et d'un révolutionnaire en particulier du Fournier du Villiers qui voulait créer un 4e ordre pour intégrer à la rédaction des cahiers de doléances les plus infortunés qui étaient déjà rejetés de ce grand mouvement révolutionnaire. Et donc là, derrière cette idée de quart-monde, il y a aussi la volonté en fait de dépasser des formes d'injustice herméneutique et épistémique pour montrer à quel point la lutte contre la grande pauvreté, elle est toujours déjà articulée à une perspective d'émancipation qui passe par la connaissance. Merci beaucoup, Marie Garot et Cécile Lavergne. Pour une bibliographie plus détaillée des travaux de nos invités, nous vous invitons, chères auditrices et auditeurs, à consulter la description de cet épisode. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse, que nous remercions. Le générique de notre podcast est une version instrumentale de la chanson Matcha Queen de Yoa, que nous remercions aussi. Et enfin, merci à Anna Felpin et Shaima Giboire, avec qui nous produisons ce podcast. Et à bientôt sur La Brèche pour un prochain épisode.